Bonsoir à tous. Qu'est-ce que je suis heureuse de vous retrouver comme chaque jeudi pour votre émission Santé 10. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 21 heures et ce soir, la thématique, l'infertilité au féminin. Oui, ne perdez plus de temps. On en parle avec des professionnels de santé. La thématique de ce soir dans votre émission Santé 10, infertilité au féminin, on en parle avec nos professionnels. On va commencer, bien entendu, honneur aux dames. On dira bonsoir à Madame Danielle Brard, sage-femme. Bonsoir Danielle. Bonsoir aux téléspectateurs de Santé 10. Merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Nous avons avec nous le docteur Max Rognier, dermatologue vénérologue. Bonsoir. Bonsoir à tous. Qui va nous expliquer tout à l'heure, nous définir le rôle du dermatologue vénérologue. C'est très important. Et nous avons avec nous, à distance cette fois-ci, mais il est là, il est tout près. C'est notre docteur Louis Geffry. Bonsoir, docteur. Bonsoir Brigitte, bonsoir à nos amis sur le plateau, bonsoir aux téléspectateurs. Je regrette de ne pas être avec vous physiquement, mais je suis là. Voilà, c'est ça l'essentiel pour informer le plus grand nombre sur cette thématique. Je rappelle que le docteur Louis Geffry est gynécologue obstétricien. Voilà, donc il nous parle depuis Saint-Martin. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On a tout de suite une question sur les réseaux et je voulais commencer par là puisque c'est une jeune de 16 ans, Anaëlle, qui demandait « Mais qu'est-ce que c'est qu'un dermatologue vénérologue ?» D'accord, c'est une très bonne question puisque parfois on se trompe ou alors c'est par ignorance. Alors, le dermatovénérologue, c'est un médecin qui s'est spécialisé dans les maladies de la peau, d'où le mot dermato, et dans les maladies qu'on appelle IST, autrement ce qu'on appelle la vénéréologie, d'où le mot dermatovénérologue. Donc c'est à la fois la peau et vénérologie, ce sont les IST. On va y revenir en détail après. Un petit peu plus tard dessus. Alors c'est vrai que souvent, par ignorance, on pense que les hommes qui ont par exemple une IST, souvent ils vont voir un gynécologue parce qu'ils ne savent pas. Et le gynécologue m'adresse les patients. Et la première question qu'il me pose, c'est la vôtre. Mais c'est pourquoi dermatovénérologue, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le gynéco m'a envoyé à vous? Voilà. Tout simplement. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Infertilité au féminin. Alors, Danielle Brard, sage-femme, la définition, il serait important de définir l'infertilité. Pourquoi? Parce que des fois, il y a amalgame entre infertilité et stérilité. C'est vrai. L'infertilité, c'est la difficulté pour un couple à concevoir après une année de rapports sexuels réguliers. Tandis que la stérilité, c'est l'incapacité de concevoir, pour un couple ou une personne, de concevoir un enfant de manière naturelle. Voilà. Là on a la définition et puis la différence entre les deux, surtout. Danielle, vous êtes déjà avec nous, alors on peut parler avec vous tout de suite des causes, les causes de l'infertilité. Alors, l'infertilité féminine, c'est parce que les causes, on peut parler des causes d'origine chez la femme, on peut avoir une cause, des causes masculines, des causes du couple, mais là nous allons parler en grande partie des causes dues à la femme. Et donc, il y a des causes médicales, donc dues à des maladies, des causes environnementales et des causes psychologiques. Alors, premièrement, les causes qui sont dues aux maladies, elles touchent l'appareil génital. Donc, on peut avoir des causes d'origine ovarienne, donc c'est surtout des insuffisances des ovaires, en fait, toutes les maladies ovariennes. On peut avoir des causes au niveau des trompes. Alors, on dit que ce sont des causes tubaires et souvent, c'est des trompes bouchées. On peut avoir des causes au niveau de l'utérus, des fibromes mal placés, l'utérus se recolle ou le col qui se ferme, qui est collabé.
On peut avoir l'endométriose, qui est une cause d'infertilité d'origine féminine. On peut avoir les conséquences des grossesses extra-utérines. On peut avoir des malformations utérines, les femmes qui n'ont pas d'utérus. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? On peut avoir toutes les infections qu'on peut avoir, donc des infections IST, une fois qu'elles pénètrent le vagin, le col, et bon, tout le système, donc entraîner toutes les adhérences et les complications des infections d'une manière générale. Et certains traitements anticancéreux peuvent être cause d'infertilité. Et certaines suites d'intervention chirurgicale. Par exemple, on peut avoir une infertilité après un curettage, soit une interruption volontaire de grossesse ou une fausse couche spontanée. Là, je me suis arrêtée ici pour les causes d'origine médicale, dues à des maladies. Maintenant, il y a des causes environnementales. On a observé que depuis quelque temps interviennent des causes dues à notre style de vie occidental. Et là, ces causes-là ne touchent pas seulement les femmes, elles touchent aussi les hommes. Depuis ce style de vie, et je cite, l'usage du tabac, l'usage des drogues, le surpoids, l'obésité, ils disent les troubles de l'alimentation. Moi, je dirais, en termes plus clairs, plus rapides, la malbouffe, c'est une cause d'infertilité. L'âge, plus on est âgé, plus les risques de fertilité, enfin, les causes de fertilité sont importantes, d'infertilité sont importantes. Il y a aussi le stress, qui est une cause de fertilité, d'infertilité, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Et aussi l'exposition à la chaleur, au four, et l'exposition toxique comme les pesticides. On sait quelque chose avec le chlordécone. Les pesticides, les solvants et autres produits. Là, c'est les causes environnementales dues à notre style de vie et qui touchent pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Alors, et ensuite, je n'ai pas fini, il y a les causes psychologiques. Alors, quand une femme veut avoir un enfant, il faut savoir que tout son passé remonte. Quand elle a eu un passé douloureux dans sa famille, c'est à ce moment-là que ça remonte. Par exemple, les enfants qui ont vécu des divorces difficiles. Les parents divorcent, oui, ils s'organisent, mais dans l'affaire, on ne pense pas réellement à l'impact psychologique des propos, des attitudes, des choix, cet impact-là sur les enfants. D'accord? On pense bien faire. Ensuite, on peut avoir un parent qui est trop dur, qui est étouffant. Et là, ça reste au fond du cœur des enfants. Et puis, quand vient le moment de la personne grandit, le moment de la fertilité, on veut avoir sa famille, la femme te dit, je ne veux pas vivre ça. Je ne veux pas donner ça à mes enfants. Et donc, inconsciemment, elle s'interdit, consciemment, s'interdit de vivre ça, mais elle s'interdit d'être parent pour que ses enfants ne soient pas victimes de ce qu'elle a vécu et qu'elle ne soit pas à la place du parent qu'elle condamne quelque part. Il y a aussi d'autres causes. Le lien mère-fille, les conflits mère-fille mal résolus. Et je dirais aux parents de faire attention quand ils parlent aux enfants, surtout quand les enfants, je dirais, vous pourrissez la vie. Et quand une maman dit, par exemple, tu n'auras jamais d'enfant, tu ne seras jamais une bonne mère. Quand c'est dit en français, on a envie de condamner la mère. Mais quand c'est dit en créole, on accepte mieux. Ou pays j'ai enfanté, ou pays j'ai fait un bon moment. Et cette parole-là, elle est entendue. Elle soulage celui qui la prononce, mais elle embarrasse, elle charge celui qui l'a entendu. Et alors, cette personne mûrit, elle s'assagit, elle a 40 ans, 30 ans, 35 ans. Elle est prête à avoir son enfant. Elle fait tout le circuit des gynécos qui cherchent les bilans médicaux, chirurgicaux, et puis on ne trouve rien. On pense au psychologue, on l'envoie en consultation. Il faudrait encore qu'elle accepte d'aller en consultation chez le psychologue qui découvre cette histoire-là. Et donc, ces conflits non résolus, dans cette affaire-là, puisque ça a été dit, inconsciemment, elle se dit, mais je ne pourrai jamais être maman. Et donc, elle freine le processus de la fertilité chez elle. Et le dernier point qui est très important, c'est les suites des interruptions volontaires de grossesse.
tout le monde est contre, tout le monde veut faire son interruption volontaire parce que ça existe, on applique la loi, d'accord. Mais beaucoup de personnes pratiquent, mais au fond, culpabilisent et elles vivent avec cette culpabilité. Quand vient l'époque où on est vraiment prêt à être parent, cette culpabilité remonte. Et si on ne la règle pas, si on ne se pardonne pas elle-même, les médecins ont beau faire ce qu'ils veulent, c'est la personne elle-même qui se bloque et qui s'interdit la maternité. Je n'ai fini pour l'instant. Je vais me diriger vers le docteur Jeffrey, puisque actuellement, on parle de nouvelles causes d'infertilité. Est-ce que vous pouvez nous en parler, docteur? Oui, alors, globalement, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation qui est décrite, qui est assez inédite, puisque selon l'OMS, on se retrouve dans une recrudescence assez importante des cas d'infertilité du couple, qui comporte évidemment celle des hommes et celle des femmes. Et on sait qu'une personne sur 6, voire une personne sur 5 dans le monde, et aux Antilles, on n'est pas très loin d'une personne sur 5, une femme sur 5 décrit ces problèmes d'infertilité, vient nous voir avec des craintes, des a priori aussi beaucoup, mais aussi avec beaucoup, après avoir lu un petit peu tout ce qu'il y avait sur Internet, elles peuvent être assez confuses par rapport à ce qu'on peut leur présenter comme cause. Alors les causes habituelles, on les connaît, les IST, évidemment, les troubles de l'ovulation qui sont connus, les troubles tubaires, les troubles, on va dire, immunologiques, parce que depuis un certain temps, on sait quand même également qu'il peut y avoir des anticorps qui sont développés par la femme et qui peuvent atteindre ses ovaires, mais également les spermatozoïdes qui veulent passer dans le passage, on va dire, endocervical pour la femme. Et donc, on a besoin vraiment de remettre au centre des choses l'endométriose, parce que l'endométriose, en quelques années, est devenue une cause de plus en plus connue. Il faut absolument qu'on en parle, parce qu'on sait maintenant, depuis une dizaine d'années, que cette maladie d'endométriose concerne plus de 10% des femmes. C'est à 15% des femmes, 10% en souffrent. Et on sait qu'il y en a un petit reliquat qui n'en souffrent pas, mais qui en sont malgré tout atteintes. Donc, l'endométriose, en elle-même, est une pathologie qui est considérée comme nouvelle dans le paysage. Elle est malgré tout maintenant considérée comme responsable d'un tiers des causes d'infertilité de la femme. Il s'agit donc, pour les professionnels, mais également pour les patients, de vraiment être vigilante sur tous les symptômes dont nous avons déjà parlé concernant l'endométriose, c'est-à-dire les règles douloureuses, les règles parfois abondantes avec des caillots, et puis des douleurs pelviennes qui sont très invalidantes, qui peuvent même parfois gêner et empêcher d'aller au travail. Donc ça, c'est une cause qui est devenue, on va dire, qui était présente, mais qui est devenue nouvelle, parce qu'elle est rattachée, dans beaucoup de cas, aux causes environnementales. Et dans les causes environnementales, on sait maintenant qu'il y a beaucoup d'autres éléments, des polluants, les produits chimiques, on en a parlé tout à l'heure, Daniel, mais également le fait que dans l'alimentation, et avec cette alimentation ultra transformée que l'on a, on se retrouve dans une recrudescence de pathologies ovariennes pures, c'est-à-dire où les patientes décrivent malgré tout des retards de règles, parfois inexpliqués. On l'a vu à un moment donné avec certains vaccins qui pouvaient retarder l'arrivée des règles. Donc on sait très bien que tout autour de nous, sans parler, sans dire que les vaccins étaient cause d'infertilité, je ne dis pas ça, mais je dis que beaucoup on va dire d'éléments aujourd'hui que nous connaissons dans l'environnement, dans les médicaments, perturbent le fonctionnement ovarien et peuvent créer cette infertilité directement en créant soit un syndrome des ovaires polykystiques, c'est-à-dire que les ovaires deviennent remplis d'ovules qui n'arrivent pas à éclore, on va dire ça comme ça, mais aussi parce qu'il y a des modifications hormonales liées à ces problèmes endocriniens d'origine environnementale et d'origine alimentaire. Nous savons aussi que les troubles anatomiques existent, mais bon, ça, globalement, on les connaît maintenant, ce sont des causes qui sont faciles à détecter de plus en plus, mais nous voulons vraiment insister sur le fait que aujourd'hui, toutes les grandes pathologies liées à certains produits, certains médicaments, certains cosmétiques, aujourd'hui sont reconnus comme étant des éléments qui peuvent
qui peuvent réduire la fertilité des femmes. Donc, mesdames, vous êtes vraiment férus de produits cosmétiques, hein, pas que vous, maintenant les hommes de plus en plus aussi, mais ce sont des éléments aujourd'hui qui ont un rôle qui devient de plus en plus important, et il s'agit pour nous de le savoir, et ces pathologies-là sont ce qu'on appelle des pathologies, ce sont des causes nouvelles qui perturbent le fonctionnement ovarien. C'est pour ça qu'on les appelle des perturbateurs endocriniens, parce qu'ils perturbent tout le système glandulaire qui nous constitue, mais en particulier les hormones sexuelles. Et donc, ça là devient un problème de santé publique majeur et qui explique que tant de personnes sont concernées aujourd'hui par l'infertilité. Et docteur, est-ce qu'il existe une manière particulière de s'alimenter pour, est-ce que je peux dire éviter l'infertilité ou corriger l'infertilité? Mais en tout cas, est-ce qu'il existerait une manière particulière de s'alimenter qui pourrait aider à pallier à ce problème d'infertilité? Alors, pallier le problème de l'infertilité, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on donne des recommandations très claires aux personnes qui souhaitent avoir un enfant et qui, au bout d'un certain temps, 1 an, parfois 2, n'arrivent pas. Ce qui est très clair, c'est que l'alimentation joue un rôle essentiel. On a quand même remarqué que certains aliments, et en particulier tous les aliments saturés, les graisses saturées, affectaient de façon claire l'activité ovarienne. Tous les aliments qui concernent beaucoup de sucre raffiné, donc de sucre rapide, agissaient directement au niveau des ovaires. On le dit beaucoup aux patientes maintenant, parce que c'est reconnu de plus en plus. Si vous mangez des pâtisseries et que vous pouvez vous imaginer qu'après un certain temps, et après, si vous en mangez beaucoup, et sans avoir besoin de manger beaucoup, mais il y en a certains qui ont déjà cette sensibilité-là, vous pouvez avoir un arrêt de votre fonction ovarienne ou avec une fatigue ou une paresse de l'activité ovarienne. C'est pour parler un petit peu comme ça de façon grand public. Donc oui, on recommande aux patientes de tout faire pour garder, entre guillemets, une forme de jeunesse de leurs ovaires. Pour garder une jeunesse dans les ovaires, manger le moins de graisses saturées possible, ça veut dire limiter les apports en protéines d'origine animale et en tous les aliments d'origine animale, parce qu'ils peuvent effectivement avoir ces effets-là sur l'activité des ovaires, mais également tous les sucres, pâtisseries, les aliments transformés. Ça, c'est connu aujourd'hui comme ayant un vrai rôle. Donc, nous leur recommandons ça. Et de façon positive, on demande effectivement de consommer beaucoup plus de ce qu'on appelle plant-based diet, c'est-à-dire une alimentation qui soit plus tournée vers des végétaux, des huiles naturelles, et en particulier qui viendraient des noix, des amandes, des graines de chia, en fait de beaucoup d'autres graines, on pourra en parler, qui, elles, ont la capacité de contenir des antioxydants qui ont valeur essentielle pour maintenir au fur et à mesure de l'âge une activité ovarienne qui pourrait permettre malgré tout la grossesse. Il faut savoir qu'après 30 ans, la fertilité diminue. Elle est maximum à l'âge de 25 ans. Toutes les jeunes filles de 25 ans ont une fertilité, on va dire, maximale, jusqu'à l'âge de 30. Et ensuite, elle commence déjà à diminuer. Donc, il s'agit vraiment d'avoir un mode de vie. Daniel l'a dit, on a parlé de l'obésité, surpoids, oui, parce que ça joue directement sur les ovaires. Mais il faut vraiment penser à toute cette alimentation qui ralentit le fonctionnement des ovaires et puis qu'entraîner ce qu'on appelle, dans le jargon, une dysovulation. Dysovulation DYS, non pas 10, mais dysovulation, qui veut dire qu'il y a des problèmes à ovuler. Et quand on a des problèmes à ovuler de façon fréquente dans le cycle, au lieu d'avoir des règles tous les mois, on finit par les avoir tous les 2 mois, tous les 3 mois, évidemment, réduire considérablement la probabilité d'être enceinte. Donc oui, l'alimentation joue un rôle essentiel. On va tout à l'heure s'arrêter un petit peu pour parler de l'endométriose. Daniel et Dr Jeffrey, qu'est-ce que c'est? Quels sont les signes les plus fréquents? Est-ce que l'endométriose rend infertile? On va revenir dessus dans un court instant. Et puis, avec Dr Max Renier, j'aimerais vraiment qu'on puisse parler de cette partie. Est-ce qu'on peut devenir infertile après une IST? Infection sexuellement transmissible. On va marquer une courte pause et juste après, on va revenir sur cette partie-là parce qu'en plus, visiblement, on aura de quoi montrer, quelques petits documents à montrer aux téléspectateurs. On revient dans un court instant.
Et si vous prenez en cours l'émission Santé 10, sachez que nous sommes déjà dans cette deuxième partie. Ce soir, nous parlons de l'infertilité chez la femme. Il est vrai, hein, on l'a dit tout à l'heure, une femme sur 5 ici chez nous rencontre cette problématique d'infertilité. Il est très important de toucher du doigt cette problématique. Nous sommes avec, pour ceux qui prennent l'émission en cours, hein, je rappelle que nous sommes avec le docteur Max Renier, dermatologue vénérologue, avec le docteur Louis Geffry, gynécologue obstétricien, et bien entendu, Madame Danielle Brard, sage-femme. Docteur Max Renier, est-ce qu'on peut devenir infertile après une IST, infection sexuellement transmissible? Oui, absolument, puisque les IST touchent l'appareil génital, c'est-à-dire l'appareil reproducteur, que ce soit chez la femme et chez l'homme. Et ces infections, certaines infections qu'on appelle IST, peuvent détruire les organes génitaux ou alors entraîner des complications, si bien qu'il y aura un problème au niveau mécanique ou alors de production même de spermatozoïdes qui va entraîner justement une infertilité chez l'homme et chez la femme. Nous allons venir en détail après, puisqu'on va faire des schémas pour que ce soit clair. Alors faisons. Tout de suite, d'accord. Oui, tout de suite, pendant que nous sommes dans ce sujet, faisons. Je sais que vous avez ramené des supports qu'on va pouvoir utiliser. Jordan, qui est à la réalisation, hein, a tout vu avec vous, donc normalement, on est prêt. Donc on vous écoute avec attention. D'accord. Alors là, c'était juste un rappel qu'il y a des complications graves, notamment l'herpès génital qui peut entraîner des méningites. Ça peut aussi entraîner de l'herpès chez l'enfant qui naît, chez le bébé, et des encéphalites. L'hépatite B qui peut donner la cirrhose, ça détruit le foie, et ensuite ça peut entraîner aussi un cancer. Les chlamydioses qui sont très fréquentes, hein. Alors là, on va y revenir parce que ça peut entraîner une stérilité chez l'homme et la femme, on va voir ça en détail après. La syphilis aussi, bon, c'est une maladie c'est l'une des premières grandes IST, d'accord, qui peut entraîner des attaques au niveau cardiaque, hein, des altérations du cœur, mais aussi des altérations au niveau cérébral. L'HPV, alors vous savez qu'il y a des HPV, ce sont des virus qui peuvent être oncogènes, cancérigènes, et là, c'est nouveau d'ailleurs, c'est depuis les années 2000, ça peut entraîner des cancers du col. L'HIV, bon, je ne vais pas insister, puisqu'on a entendu parler beaucoup du sida, et la gonococcie, hein, c'est dû à un germe qui peut aussi entraîner une stérilité en infectant justement les organes et de la femme et de l'homme. Nous allons y revenir en détail. Alors là, voici les principales IST qui peuvent donner une stérilité. Bon, j'ai mis stérilité, mais on parle d'infertilité aussi. Alors, il y a 2 IST qui peuvent donner des complications fréquentes. Ce sont les chlamydioses et la gonococcie. D'accord ? Alors, surtout, ce qui est important, c'est que la chlamydiose chez la femme, elle est souvent silencieuse. Et en particulier, entre 14 et 24 ans, c'est une maladie qui est fréquente et qui peut passer inaperçue. Et on va voir sur le schéma après comment ça peut attaquer les organes de reproduction pour entraîner une infertilité. La gonococcie aussi, c'est pareil, on va aussi le voir sur les schémas. Il y a 2 IST qui sont plus rares, qui peuvent donner aussi ce problème d'infertilité. C'est ce qu'on appelle le mycoplasme génitalium, hein, pour les mêmes raisons, on va voir comment. Et aussi le trichomonas vaginalis, lui qui est plus rare, mais qui peut aussi entraîner quelques problèmes, notamment la grossesse extra-utérine. Alors, sur un schéma. Alors, voici une coupe de l'appareil génital de l'homme. Alors, les complications, avec toutes les IST, tous les germes que nous avons vus avant, ils vont entraîner des complications de bas en haut. Donc, chez l'homme, ça va d'abord entraîner ce qu'on appelle une urétrite au niveau de la verge. Hein, il y a le prépuce, le gland et l'urètre. Hein, c'est le canal qui se trouve au niveau de la verge. Ça va entraîner une infection de l'urètre, ça s'appelle une urétrite. Si ce n'est pas traité à temps, on va remonter
et ça va toucher la prostate. Vous voyez un peu plus haut, la grosse glande qui est en marron, ça va donner ce qu'on appelle une prostatite. Si ce n'est pas traité, ça va encore monter plus haut et ça va faire le tour, ça va toucher les glandes séminales, ce qui est en bleu, et ensuite l'épididyme, c'est la glande qui est au-dessus du testicule. Ça va donner ce qu'on appelle une épididymite. Et enfin, ça va toucher au testicule et donner ce qu'on appelle une orchite. Alors, le plus souvent, c'est associé, on dit que c'est une orchite épididymite, et ça, c'est dangereux parce que ça va entraîner une diminution de la fabrication des spermatozoïdes qui, si ce n'est pas traité, ça va entraîner une production nulle, si bien que l'homme peut devenir infertile suite justement à une IST parce qu'il y aura une atteinte des testicules avec un manque de production du sperme. D'accord ? Alors, chez la femme, et encore une autre complication, mais chez la femme aussi c'est pareil. Alors, chez la femme, de bas en haut. Alors, il y a d'abord le vagin, ça entraîne bien sûr une vaginite avec des leucorrhées, c'est-à-dire des pertes blanches, comme on dit. Si ce n'est pas traité à temps, ça va monter plus haut au niveau de l'utérus. Vous voyez un genre de sac qui est au-dessus du vagin, ça va entraîner ce qu'on appelle une endométrite. D'accord ? Si ce n'est pas traité, ça va monter au niveau des trompes d'abord, et ça va donner ce qu'on appelle une salpingite. Le problème des salpingites, c'est que soit ça va entraîner des adhérences et ça va obstruer les trompes, si bien que l'ovule ne pourra pas passer, d'accord ? Soit ça peut entraîner une obstruction directement et l'ovule ne pourra pas passer. Parfois, il peut y avoir une fécondation et ça peut entraîner aussi une grossesse extra-utérine. Et ça peut monter encore plus haut au niveau de l'ovaire et donner une ovarite. Donc, toutes ces infections vont de bas en haut. Et si ce n'est pas traité dans les cas graves, ça peut toucher aussi l'abdomen et donner ce qu'on appelle une péritonite. La péritonite, c'est une infection justement du péritoine qui se trouve dans l'abdomen. Donc c'est important à comprendre parce que souvent il y a des IST qui n'ont pas de signes. On dit que ce sont des porteurs sains, c'est un mot que je n'aime pas tellement, mais les porteurs sains peuvent transmettre l'infection. Hein? Par exemple, la chlamydiose, qui est une infection fréquente chez les jeunes de 14 à 24 ans, dans 70% des cas, chez la femme, il n'y a aucun signe. D'accord ? 50% des hommes aussi peuvent avoir cette maladie. Donc, il faut savoir qu'il faut traiter très tôt parce qu'il y a un risque de complications, dont l'infertilité. En détail, voilà un détail. Alors, pour mes amis gynéco et sages-femmes, ce sera encore mieux, puisque là, on voit en gros plan le vagin qui va donner une vaginite, ensuite l'utérus, l'endométrite, et ensuite on voit les trompes, la scénette, salpingite avec les complications d'obstruction, de grossesse extra-utérine et les ovaires à la fin. Et là, c'était un détail pour que ce soit clair. Docteur Renier, c'est quoi la différence entre une infection sexuellement transmissible et une maladie sexuellement transmissible? Alors, aucune. C'est la même chose. Hein? Alors, c'est exactement pareil, sauf que c'est une question d'évolution dans la définition historique. Avant, on parlait de maladies vénériennes, historiquement. Ensuite, dans les années 50-60, on les a appelées maladies sexuellement transmissibles. Et puis, l'OMS, en 1999, a décidé que ça va s'appeler infection sexuellement transmise. Pourquoi ? Pour deux raisons principales. Parce qu'il y a des IST qui n'ont pas de symptômes. On parle de maladie quand il y a des symptômes. Il y a, par exemple, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de chlamydioses qui n'ont pas de signes, qui n'ont pas de symptômes, et pourtant, il y a une infection. Donc, deuxièmement, il y a aussi le problème des transmissions qui ne sont pas d'origine sexuelle. D'accord ? Par définition, une IST, une MST, c'est la transmission d'une infection lors d'un rapport sexuel, mais il y a aussi des IST qui peuvent être transmises par le sang.
le sida, l'hépatite B. Le lait maternel aussi peut transmettre le sida. Et lors de l'accouchement, la femme aussi peut transmettre des IST au bébé. Si bien que l'OMS a décidé dorénavant que ça s'appelle les IST pour justement que le terme soit clair. On peut avoir une IST sans symptômes. Docteur Renier, est-ce que vous pouvez rappeler aux téléspectateurs pourquoi il est super important de savoir quand on a une IST? Alors, c'est important, premièrement, parce que c'est contagieux, d'accord? Même quand on n'a pas de signe, je l'ai dit. Deuxièmement, ça peut entraîner des complications graves, hein, on l'a vu tout à l'heure. Deuxièmement, ce sont des maladies qui sont fréquentes et récidivantes. Ça, il faut le retenir. Et aussi, l'importance de traiter tôt, de manière à éviter justement ces complications, et notamment savoir aussi chez la femme qui est enceinte, hein, elle a un risque de transmettre cette maladie à son bébé, d'accord, pendant la grossesse ou alors pendant l'accouchement. Et puis, c'est important de faire de la prévention. C'est pour tout cela qu'il faut absolument savoir si on a une IST ou pas. Moi, je pense qu'il est important aussi de rappeler comment les IST peuvent se transmettre. Je pense que c'est très important de le rappeler à nouveau. Oui, alors soit directement par un contact sexuel, d'accord? Un contact sexuel qui peut être vaginal, mais aussi buccal et aussi anal, d'accord? Mais aussi de manière indirecte, sans pénétration. Alors, la transmission sexuelle, c'est lors d'une pénétration. Mais on peut avoir aussi une IST sans pénétration, par les contacts des muqueuses, d'accord, par la salive, hein, d'accord, par les sécrétions des muqueuses, je l'ai dit. Et puis, il faut savoir que c'est pas, je me répète, hein, mais c'est pas parce que le partenaire n'a pas de signe, hein, qu'il ne peut pas vous contaminer. Ça, c'est important à savoir. Les hommes sont plus touchés que les femmes? Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, je l'ai dit, les chlamydioses touchent souvent les jeunes femmes plus que les hommes. D'accord? On sait maintenant que certaines IST, par exemple la syphilis, touche plus les hommes. D'accord? Les chlamydiés, les femmes. Mais en fin de compte, tout le monde peut être touché, puisque il y a des formes, il y a des formes justement qui ne sont pas parlantes. Hein? Donc tout le monde peut être touché sans le savoir. Les plus répandus chez notre jeunesse? Alors, les chlamydiés, bien sûr, j'ai dit, la gonococcie, l'hépatite B, il y a aussi les trichomonas, l'herpès, d'accord? Voilà, chez les jeunes. Chez les jeunes. Chez les jeunes. Il était important de faire cette grande parenthèse sur les IST. On le rappelle, hein, nous parlons effectivement d'infertilité chez la femme, mais on a bien souligné qu'on peut devenir infertile après une IST. Oui. Merci, docteur Renier. Docteur Jeffrey, Daniel Brard, est-ce qu'on pourrait revenir sur la partie endométriose? Alors, on va rappeler peut-être, Daniel, qu'est-ce que c'est que l'endométriose? L'endométriose, c'est une maladie caractérisée par la présence de tissus de nature endométriale dans différentes parties du corps. C'est-à-dire que c'est des tissus qui ressemblent à l'endomètre et qu'on peut retrouver sur l'ovaire, sur la trompe, sur le rectum, sur la vessie. Et ce tissu-là a exactement les mêmes caractéristiques que l'endomètre. L'endomètre, qu'est-ce qu'il fait? Il se développe, ensuite, il se désagrège comme l'endomètre, la muqueuse de l'utérus, et il est évacué par le sang des règles. Mais ce tissu-là, il a le même principe, il se développe, se gonfle, et il essaie de se détacher, mais ne peut pas. Donc, il reste sur place et entraîne des complications comme des nodules, des inflammations, des inflammations et qui créent des douleurs puisqu'elle ne peut pas s'évacuer. Et comme il fonctionne comme les règles, les dames ont des crises douloureuses qui peuvent être prémenstruelles ou menstruelles ou des douleurs qui peuvent durer pendant tout le cycle. Ce sont les signes les plus fréquents?
Les signes épiphyréens, c'est les douleurs. Les douleurs. Il y a aussi des douleurs, selon où se trouve le tissu, la dame peut avoir des douleurs lors de la défécation, si c'est sur le rectum, des douleurs lors des mictions, si c'est sur la vessie, des douleurs au bas du ventre, dans le bas du dos, dans le haut des cuisses. Et partout, on peut trouver, donc ça irradie dans toute la zone du petit bassin. Et ça peut arriver avec les premières règles. Mais c'est une maladie qui est évolutive, donc on suit son évolution. Docteur Jeffrey, l'endométriose rend infertile? Oui, très clairement. C'est l'une des premières causes d'infertilité féminine reconnues maintenant. C'est vrai que quand on ne retrouve rien aux examens, c'est-à-dire quand on ne retrouve rien, qu'on ne retrouve pas de fibrome, on ne retrouve pas de pathologie, on ne retrouve pas d'infection, que les trompes sont perméables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trompe bouchée et donc il n'y a pas d'inflammation visible. Très souvent, on incrimine l'endométriose et souvent on a raison, parce qu'il suffit de faire par point d'examen complémentaire, soit une IRM, soit une cilioscopie, c'est-à-dire c'est une intervention chirurgicale où on gonfle le ventre et on regarde à l'intérieur du ventre et on observe ces fameux nodules bleutés, comme l'avait dit, ou des signaux directs avec des adhérences, parce que c'est un petit peu comme des morceaux de tissu de l'intérieur de la muqueuse de l'utérus qui apparaît et qui peut effectivement faire extrêmement mal. Et parfois, quand on regarde à l'intérieur même de l'utérus, avec un examen qu'on appelle une hystéroscopie, c'est-à-dire qu'avec une petite caméra, on regarde à l'intérieur de l'utérus, dans ces cas-là, on peut retrouver aussi ce genre de nodules. Donc, pour vous dire que même quand macroscopiquement, avec tous les examens, on ne les voit pas, en approfondissant, on est capable de retrouver une endométriose. Alors, comment fonctionne le problème de l'endométriose, puisque ça reste quand même une des causes les plus importantes. Il y a un problème majeur de diagnostic. Et c'est pour ça qu'on parle de délai et on dit ne perdez pas de temps. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui que la moyenne des endométrioses sont détectées au bout de 7 à 8 ans. C'est affreux, parce que c'est 7 à 8 ans de douleur pendant les règles, os, invalidantes, parfois chez des jeunes filles chez qui on aurait pu penser à une IST, parce que les IST aussi peuvent donner ce genre de douleur, des douleurs pendant des rapports qui sont quasiment impossibles à tout moment, pas que pendant l'ovulation, par exemple, des douleurs à tout moment, des douleurs rectales, effectivement, avec à la défécation ces sensations de ténèbres et de dyspnée, ça s'appelle une dyspkésie, parce qu'il y a des manifestations. Bon, ce sont ces manifestations-là qui sont les plus fréquentes et parfois les règles les plus abondantes. Ces manifestations-là, ensemble, suffisent souvent à faire le diagnostic d'endométriose. Ce n'est pas parce que tous les examens réalisés sont négatifs que cela veut dire qu'il n'y a pas d'endométriose. Quand on a cette triade, on est quasiment sûr à 90% qu'on se trouve devant une endométriose. Donc, une fois qu'on a ça, l'infertilité qui se rajoute derrière, c'est-à-dire une femme qui décrit ne pas avoir ou ne pas arriver à être enceinte au bout d'un an et demi, dans ces cas-là, on se dit, voilà, il faut malgré tout faire une recherche plus approfondie sur l'endométriose. Alors, pour l'endométriose, pourquoi est-ce qu'on décrit ce problème d'endométriose? C'est parce qu'à l'intérieur du ventre, premièrement, au niveau même de l'utérus, la muqueuse qui tient l'endomètre, elle peut laisser passer des nodules qui vont rentrer dans le muscle de l'utérus et donc donner une inflammation à l'intérieur du muscle. On a pu les diapos tout à l'heure de Max, mais à l'intérieur de l'utérus, il peut y avoir des petits nodules d'endomètre qui se posent dans le muscle. Et ce qui explique que pendant les règles et lors des contractions, c'est comme si c'était endolori, c'est comme si le muscle était rempli d'hématomes en gros et qu'il était avec une forte contusion. Donc c'est ces douleurs-là qui apparaissent. Et ensuite, au niveau des trompes, les trompes peuvent ne pas être bouchées, les ovaires peuvent ne pas être totalement atteintes, mais ce qui se passe, c'est que quand on retrouve ces petits nodules à l'intérieur du ventre, ils créent une inflammation. Merci pour cette diapo, parce qu'à l'intérieur du ventre, justement, juste à la sortie des trompes et des ovaires, les nodules présents créent un milieu qui devient très, on va dire, impropre à la rencontre entre la trompe et l'ovocyte, et l'ovule qui veut absolument être aspiré par la trompe. Vous voyez ici que le bout des trompes ressemble à des espèces de petites serpillères. Vous voyez cette espèce, ce sont ce qu'on appelle les franges au bout du pavillon.
Eh bien, ces franges, elles sont destinées à aspirer, lors de l'ovulation, les ovocytes qui ont été émis, qui ont éclos, on va dire presque, euh, à l'intérieur du ventre et les aspirer. Donc, vous vous rendez compte que si ce milieu-là est trop totalement inflammé, le travail ne se fait pas correctement et donc on peut avoir une infertilité parce que l'environnement local est impropre à cela. C'est pour faire comprendre cela aux patients. Et donc il s'agit pour nous vraiment de réduire ces temps qui sont trop longs, principalement parce que les investigations ne sont pas faites et parce qu'on reste encore avec ce poids de la société. Il faut arrêter de dire qui veut dire que les femmes doivent avoir mal quand elles ont leurs règles. Quand elles l'ont, c'est pas grave, c'est normal. Et c'est cette idée dont il faut vraiment tordre le cou, à laquelle il faut tordre le cou, parce que c'est ce qui crée aussi ces délais dans le diagnostic. Donc, vraiment être très vigilant par rapport à cette maladie d'endométriose chez la jeune fille qui décrit des douleurs qui vont en croissant. À 17 ans, elle a mal au ventre, à 18 ans, elle a encore plus, à 19 ans, et ça va en s'aggravant. Il ne s'agit pas de rester là, ne rien faire, il faut qu'il y ait des investigations qui soient faites et voir des professionnels qui pourront faire le diagnostic. Et donc, à partir de ce moment-là, quand il sera temps pour elle, évidemment, d'avoir un enfant, on ne sera pas devant une endométriose déjà évoluée qui va rendre le contexte difficile avec des adhérences dans le ventre, avec des circonstances qui pourront être difficiles à résoudre après. Donc, ne perdons pas de temps, diagnostiquons précocement cette pathologie pour justement les traiter le plus tôt possible. Je tiens à le préciser que c'est également vrai pour les infections, parce que les douleurs pendant les rapports existent dans les infections, les douleurs parfois pendant les règles existent aussi, il y a une infection des trompes qui est chronique. Donc, ce sont des pathologies, si vous voulez, qui présentent les mêmes symptômes et qui nous appellent à réagir donc de façon assez pressante pour justement ne pas se retrouver dans un cas d'infertilité au moment où on souhaite avoir des enfants. On arrive à la fin de notre rendez-vous. Alors, Daniel Brard, docteur Renier, docteur Jeffrey, il faut donc penser à sa progéniture bien avant la conception. C'est ça, Daniel? Ah, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. On connaît déjà la prise en charge médicamenteuse, la prise en charge chirurgicale. Et maintenant, on parle d'une alternative qui est le traitement par le changement de style de vie. Et d'autres personnes se sont posé la question, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qui détermine une bonne santé? Parce que nous sommes appelés à revenir, à inviter la population à revenir aux fondamentaux de la santé. Et donc, ils ont défini 7 principes qui déterminent une bonne santé que je vais citer rapidement. Premièrement, dormir suffisamment, faire des nuits de 7 à 8 heures de sommeil. Deuxièmement, faites régulièrement de l'activité physique. Troisièmement, choisissez les beaux glucides. Quatrièmement, choisissez les bonnes graisses. Les bonnes graisses, c'est de l'huile de première cuisson à froid, les oléagineux, les graines, les noix, les noisettes. Tous les jours, il faut en consommer. Ce sont de bonnes graisses. Ensuite, atteignez et maintenez un poids sain. Tout le monde n'est pas appelé à être mince, mais tout le monde a chacun a un poids sain qu'il doit atteindre et maintenir. On a vu que l'obésité, même le surpoids, est un facteur d'infertilité aussi bien chez l'homme que chez la femme. Ensuite, consommer le plus de produits végétaux, que les fruits, les légumes reprennent leur place dans nos assiettes, les tubercules. Les pois, nous en avons, que ça reprenne des places plus fréquentes dans nos assiettes. Et ensuite, l'alcool, on a vu que l'alcool et le tabac, surtout le tabac, des facteurs favorisant de l'infertilité. Détachez-vous de ces produits-là. Alcool, tabac et bien sûr les drogues illicites. N'en soyez pas dépendants. Maintenant, il y a aussi des causes psychologiques qui ont fait que certaines personnes sont devenues infertiles. Bon, même avant ça. Maintenant qu'on sait l'importance de ces principes de santé, quand commencer la question? On commence quand? On commence aujourd'hui, ce soir même. On peut décider de dormir suffisamment. Ça, c'est une première chose. Et maintenant, quand commencer dans la vie, on ne va pas attendre d'être à la puberté.
on va commencer, pour moi, Sacha me dirait, dès le sein maternel. Maman, donnez à vos enfants de bonnes habitudes alimentaires. Donnez-leur, faites-les découvrir les bonnes saveurs, les saveurs réelles de nos produits, des fruits frais ou séchés, mais des fruits et non manufacturés, les légumes et les compositions. Ça, c'est une chose intéressante. Donc, dès le sein maternel. Ensuite, quand commence l'allaitement maternel, les mamans, elles allaitent, elles mangent correctement pour que ça passe dans le lait, que l'enfant soit familiarisé avec le goût et que quand il vient à la cuillère, c'est tout à fait simple. Ensuite, on va arriver donc à la pratique activité physique, à la résilience. C'est dès le sein maternel qu'on apprend à l'enfant à être résilient et qu'il doit savoir aussi qu'il est quelqu'un d'important et donc lui donner sa valeur, développer chez les enfants la bonne estime de soi. Et sur le plan psychologique, parents, faites attention à la façon dont vous parlez à vos enfants, surtout quand je dirais encore, quand ils vous pourrissent la vie. Donc, apprenez, pour ceux qui ont été victimes de propos de cette façon, apprenez à pardonner, à passer par-dessus l'offense. Et si vous n'arrivez pas, faites-vous aider, parce que des propos comme ça peuvent freiner le mécanisme de la fertilité chez vous. N'attendez pas. Parfois, n'attendez pas que la personne vous réponde. Elle ne vous répondra pas parce qu'elle ne veut pas. C'est son choix, mais vous passez par-dessus que vous avez un projet. Nourrissez votre projet, passez par-dessus et elle ne vous répondra pas à la personne parce qu'elle est morte. Il faut avancer. Il faut avancer. Docteur Jeffrey, un petit mot de la fin? Je pense là que Daniel, comme d'habitude, a été excellente. Je pense que sur ce coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Il y a d'autres causes hormonales qu'on n'a pas eu le temps de citer. On sait qu'il y a une cause qui est naturelle, qui est l'allaitement, qui provoque une espèce d'infertilité naturelle pendant les temps où la femme allaite, parce que Daniel en parlait. Naturellement, les femmes ont une forme de pause ovarienne qui fait qu'elles sont à ce moment-là moins fertiles et c'est bien normal. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup de causes hormonales. Il faut être de plus en plus vigilant. Les problèmes de thyroïde, n'oublions pas, nous savons que nous avons beaucoup de problèmes de thyroïde aux Antilles. De dysthyroïdie, en particulier d'hypothyroïdie. Mesdames, avoir une hypothyroïdie peut ralentir considérablement votre fertilité et il faut quand même avoir un petit mot pour les hommes, pour leur dire, malgré tout, la fertilité du couple, ça vous concerne aussi. Il est très très important que les hommes sachent qu'une infertilité masculine, ça arrive très vite, que le sperme masculin est très fragile. En 3 mois, on peut avoir été fertile il y a 4 ans et ne plus l'être. Il faut comprendre ça. On peut avoir été fertile 1 an avant et ne plus l'être aujourd'hui parce que c'est pour ça que des fois on renouvelle les spermogrammes au bout de 3 mois quand c'est nécessaire parce qu'on sait qu'il peut y avoir une évolution, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais. Et maintenant, l'alimentation, pas que pour la femme, mais pour l'homme également est essentielle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en matière de micronutrition, il y a des nouveautés, le zinc, les coenzymes Q10, tout un tas de choses qui sont extrêmement importantes. Donc, nourrissez-vous correctement. Messieurs et mesdames, sachez que le tabac, souvent, est un élément majeur parce que dans les couples, quand les deux fument, c'est extrêmement difficile par expérience, parce que je le vois avec mes patients, c'est extrêmement difficile d'arrêter. Alors, profitez de ce moment. Justement, quand vous voyez que c'est peut-être un peu difficile après un certain temps d'être enceinte, profitez de ce moment-là justement pour changer votre mode de vie ensemble, pour réduire considérablement certains, on va dire, facteurs qui peuvent facilement vous aider à retrouver une vie saine et accomplir votre projet de vie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, docteur Louis Jeffrey, gynécologue obstétricien, qui nous parlait depuis Saint-Martin. Docteur Renier, les infections sexuellement transmissibles, à éviter pour cela une hygiène de vie, utiliser le préservatif. Qu'est-ce qu'on dit à tous ceux qui nous regardent? Alors, nous avons vu que les IST peuvent être des causes d'infertilité. Donc, il faut absolument faire de la prévention. Alors, la prévention auprès de qui? Le médecin traitant, le dermatologue, le gynécologue, la sage-femme, mais aussi, il y a des centres qui sont légaux, enfin, qui sont organisés. Ça s'affiche. Voilà. Pour la Guadeloupe,
Alors, c'est le Cégide, le Cégide en Guadeloupe, il y en a 6, ils sont affichés là. Il faut appeler avant de venir, d'accord? Il y en a à Pointe-à-Pitre, il y en a à Basse-Terre, il y en a à Cap-Esther, à Saint-Martin, d'accord? Donc, ne pas oublier donc de faire de la prévention pour avoir justement un maximum de chances d'éviter d'être infertile. Voilà. Merci, Dr Renier, merci, Dr Jeffrey, merci, Daniel Brard, d'être venu ce soir pour parler de cette thématique. J'aimerais remercier notre réalisateur ce soir, Jordan. C'est toujours un grand plaisir de travailler avec lui. Il suit, mais vraiment, l'émission et nous donne ce qu'il faut au bon moment. Merci beaucoup, Jordan. Et puis, bien entendu, merci à toute l'équipe de la rédaction de Canal 10 et à la directrice, Madame Lisa Rodriguez, qui permet cette émission santé chaque jeudi de 20h à 21h. Je vous laisse en compagnie de toute l'équipe de Zone Rouge et en cas de 10 autres rendez-vous jeudi prochain pour d'autres thématiques.